Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le Focus Eco. 69,9 millions d'euros pour financer 1000 projets innovants dans 17 pays africains d'ici 2030. C'est le partenariat signé entre l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle et l'African Guarantee Fund. L'ambition est de pouvoir insuffler une nouvelle dynamique à l'innovation dans un continent qui ne représente que 4,11% des brevets enregistrés auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. L'objectif de ce mécanisme est de combler les lacunes structurelles de financement de l'innovation en Afrique. Nous recevons dans ce Focus Eco Béchir Thiam, vous êtes journaliste, expert en communication. Nous allons parler justement de ce sujet, de l'innovation en Afrique, des entreprises qui opèrent dans ce domaine. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci aussi de m'accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de partager un plateau comme celui-ci. Ouais. Un plaisir partagé. Alors ce chiffre de 60,9 millions d'euros, une somme assez importante quand même, un financement qui peut faire selon vous aujourd'hui la différence et booster peut-être ces entreprises qui opèrent dans le domaine de l'innovation ? Oui, booster, peut-être le mot est trop fort. Je pense que peut-être ça va contribuer aussi à l'élan qui a été lancé quand même, il faut le dire. Il faut peut-être rappeler que l'Union africaine, justement l'UA, a quand même mis en place un projet dans l'agenda de 2063 qui est dédié vraiment à ce secteur d'activité. Donc tout ce qui est innovation, que ce soit technologique, etc. Donc je pense que les financements actuels viendront rejoindre déjà le programme en place, parce que ça va juste contribuer à le faire, parce que vous l'avez dit, 69,9 millions, c'est beaucoup d'argent, mais en même temps c'est très peu au regard des besoins en financement de ce secteur, parce que c'est un secteur budgétivore, ça demande beaucoup d'argent, ça on l'a vu, parce qu'aujourd'hui si on reprend les 1000 centres d'innovation répertoriés en Afrique, il dépasse de loin cette somme-là, mais pour autant, vous l'avez rappelé aussi, on n'est pas très avancé en termes d'impact au niveau mondial, on n'est qu'à 4%, c'est très peu, c'est très petit, donc peut-être cette somme est bienvenue, mais il en faut encore beaucoup plus, je crois. Justement, 4% de brevets. Qu'est-ce qu'on peut dire si on devait faire l'état des lieux de cet écosystème d'innovation en Afrique aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fonctionne ? Comment améliorer un petit peu la situation, rendre les entreprises plus compétitives ? Est-ce que c'est une question principalement de financement ou est-ce que ça bloque ailleurs ? Aussi, financement oui, mais technologique aussi, parce que d'abord je pense qu'il y a, quand on regarde tout le paysage dans ce segment-là en Afrique, il est très contrasté parce que simplement il y a une dynamique très forte aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de pays qui se donnent la peine d'embrasser ce segment-là, ce secteur-là. Les premiers pays à se lancer, je pense, c'était le Kenya, on a les pays de l'Afrique de l'Est, le Kenya, le Nigeria, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud aussi, l'Égypte, et puis finalement le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Tous ces pays-là se sont embarqués dans cette gouffre-là pour se dire il faut qu'on se sorte de ce retard. Parce que c'est un retard finalement, parce que nos économies ont besoin effectivement de ces nouvelles technologies pour les ruptures qu'on attend, pour ne pas, justement, pour franchir des étapes beaucoup plus rapidement que si on nous laissait prendre le temps de ronronner et arriver un jour. Non, il faut aller très très vite. Donc nos économies aujourd'hui ont besoin de ces ruptures en termes de production, de productivité, en termes aussi d'organisation, pour qu'on aille très très vite et tout de suite pour atteindre les sommets, parce qu'on a besoin de ça aussi. Au-delà du financement, c'est un retard technologique qu'on accuse aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc un retard de formation, voilà, on a besoin de ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de grandes écoles sur le continent qui offrent des formations dans ce segment-là. On peut prendre l'exemple de l'OCP qui a lancé son centre de formation IA, destiné plutôt à l'agritech, mais c'est déjà un secteur très important dans nos économies. Je pense que nos pays ont besoin justement d'investir dans la formation d'abord, parce que d'abord, on a des populations très jeunes. En Afrique, pratiquement, on a moins de 25 ans, les 60% d'Africains ont moins de 25 ans. Donc, c'est très jeune, donc c'est des populations encore en formation, en cursus scolaire et universitaire. Donc, je pense que c'est là où il faut mettre le paquet, permettez-moi cette expression. Voilà, donc mettre vraiment la force dans cette formation pour qu'on sorte aussi des ingénieurs qualifiés dans ces domaines. Parce que si on n'a pas de gens formés, on ne pourra jamais mener nous-mêmes nos transformations. Parce qu'on sera toujours dépendant de l'Occident ou de l'Asie, par ailleurs, pour justement pouvoir décoller. Or,
il suffit de mettre en place des cursus de formation pour que nous aussi, nous sortons avec des ingénieurs, des techniciens formés dans ces secteurs. Investir donc dans la jeunesse africaine aujourd'hui, dans le capital humain, donc, qui est une richesse pour l'Afrique. Rappelons que d'ici 2050, on sera 2,5 milliards d'habitants en Afrique, donc une force vive, une jeunesse active et un accent qui doit être donc porté sur la formation. Si on devait parler aussi des types de projets qui sont à fort potentiel et sur lesquels il faut aujourd'hui commencer à se positionner, quels seraient-ils? Est-ce qu'il y a des secteurs en particulier? Je pense qu'aujourd'hui, tous les secteurs peut-être ont besoin de technologie, en tout cas de cette rupture de manière de faire. Ils ont besoin au moins un soutien technologique par ailleurs, ne serait-ce qu'un back-office, si on veut. Aujourd'hui, l'IA se propage partout, dans tous les secteurs, dans tous les segments d'activité. On a parlé de travel tech. Je pense que c'est au Maroc le plus important aujourd'hui en termes de pénétration, c'est le travel tech. Donc tout ce qui est lié au voyage, mais via le e-commerce, la réservation en ligne, etc. 73% pratiquement des activités au Maroc sont dédiées à ce segment-là. Donc c'est un segment important, c'est un segment qui a boosté un peu l'économie marocaine. Aujourd'hui, l'automobile s'impose aussi au Maroc, si c'est l'exemple qu'on prend. Donc c'est un segment aussi qui sera porteur dans ce domaine-là, parce que plus on mettra de l'intelligence artificielle, plus on mettra de l'innovation, plus on ira plus loin et plus vite, quoi. Donc il y a plein de segments comme ça qui sont à la queue leu comme ça qu'on pourrait mettre pour dire, bon, après l'agritech, le travel tech, l'automobile, l'industrie de manière générale, les énergies renouvelables. On a besoin de ça aussi pour aller plus vite, très fort et plus loin. La santé, l'énergie, souveraineté alimentaire, les secteurs clés aujourd'hui, les secteurs d'avenir, on va dire, dont on a besoin pour une autosuffisance déjà en tant que continent. Si on devait parler également du rôle de la diaspora africaine actuellement installée à l'étranger, comment pourrait-elle impacter peut-être ou insuffler cette dynamique positive au niveau de l'innovation, peut-être des investissements étrangers également? Oui, au-delà des investissements étrangers, d'abord, il y a un retour. Par exemple, on parlait de fuite de cerveau à un moment, c'était l'expression à la mode, parce que tout le monde partait, effectivement, on partait parce que, bon, soit il n'y a pas de débouchés dans nos pays, ou les débouchés sont très faibles, plus on formera, moins il y aura de place pour tout le monde, et puis donc les gens repartent. Bon, ceux qui partaient, c'est bien, aussi ces nouvelles expériences qu'ils acquièrent par ailleurs et qui retournent. Parce que quand on reprend l'exemple encore du Maroc, pour ne parler que du Maroc, je connais très bien, à un moment, tout le monde partait, tous les diplômés en général, tous les informaticiens, ce qu'on appelait informaticiens de manière vulgaire, mais c'était beaucoup plus que ça, c'est des ingénieurs en général qui partaient, effectivement, mais au bout de 5-10 ans, peuvent aussi acquérir de nouvelles connaissances et penser revenir investir dans leur pays. Et on a remarqué, on a quand même, on a été témoin de ce retour peut-être à la case départ qui fait que beaucoup de jeunes sont revenus beaucoup plus armés et se lancer dans des start-up. Beaucoup de start-up ont été lancées au Maroc et sur le continent de manière générale. Et ça, c'est porté souvent par cette diaspora dont on parle. Elle peut avoir un pied là-bas et un pied ici. Donc l'un n'exclut pas l'autre parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas besoin d'être physiquement ici pour se lancer sur nos marchés, effectivement. Mais c'est tellement intéressant de savoir que des jeunes formés, ici d'abord au départ et ailleurs, qui reviennent ou qui pensent à revenir, ou en tout cas prendre attache dans leur pays d'origine pour peut-être se lancer dans des économies nouvelles. C'est des économies nouvelles. Aujourd'hui, la tech dans la finance a explosé dans le Kenya, qu'on croyait peut-être un moment en retard, et ça a boosté toute l'économie de manière générale, et ça a permis une inclusion financière, mais particulièrement dense, au Kenya notamment. Ça a été l'œuvre aussi de la diaspora africaine, justement. C'est de retour au pays et qui font qu'ils peuvent s'insérer plus facilement parce qu'ils sont mieux armés qu'avant, quoi, justement. Une diaspora qui s'investit en tout cas davantage dans l'entrepreneuriat en Afrique, le continent africain qui, on le dit aujourd'hui, est le continent de l'avenir en termes de croissance économique. Donc tout un potentiel qui existe et à explorer, alors que peut-être dans d'autres pays, on va dire du Nord ou occidentaux, on est arrivé à saturation. Ouais, en termes de compétitivité, peut-être. Oui, peut-être aussi, on peut penser qu'ils sont arrivés là où il fallait arriver, quoi. Ils ont moins de besoins que nous. Nous, on a besoin encore d'arriver là où ils sont arrivés, justement. Ce qui fait que
le champ d'évolution change de camp selon qu'on est avancé. Effectivement, quand on atteint le sommet, on s'arrête et on ne peut que retomber. Et nous qui sommes encore très bas, peut-être à l'échelle, on rappelait qu'on n'est qu'à 4% de cette économie. On a vraiment une marge de manœuvre pour avancer. Donc, nous, c'est plutôt se mettre au niveau des autres économies. C'est ça aujourd'hui le challenge. Parce que nos économies sont petites, sont faibles, elles se modernisent effectivement, elles avancent. Il y a aujourd'hui beaucoup de pays leaders dans ce domaine. J'ai cité le Maroc, le Nigeria, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Tous ces pays, effectivement, il y a d'autres qui sont laissés en rade, mais il y a aujourd'hui des pays leaders dans ce domaine qui pourront aussi porter le combat. Parce que tout est finalement question d'organisation pour que le combat soit beaucoup plus massif. Et pour qu'il le soit, il faut que tout le monde tire dans le même sens et espère arriver à un moment ensemble. Parce que si on arrive aussi à marche dispersée, on ne va pas trop peser sur le monde. Donc pour qu'on pèse, il faut qu'on soit porteur d'un projet, pas commun peut-être, mais d'un projet en tout cas qui va... Un bloc uni. Un bloc uni, ensemble. Chacun peut développer de son côté ses performances et puis ça sera toujours le continent africain qui portera ce combat-là. Et en ce moment, on pèsera lourd, je crois. Merci à vous pour cette analyse et ce décryptage, Monsieur Bachir Thiam. Je rappelle que vous êtes journaliste et expert en communication. C'est un plaisir de vous avoir avec nous dans ce Focus Eco. Merci à vous. C'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.